Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui pourrait bien tout simplement bouleverser notre compréhension du vivant. Et si les virus n'étaient pas juste de simples envahisseurs, mais peut-être les architectes originels de toute vie sur Terre? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà la question. C'est un peu le paradoxe ultime de la biologie, vous savez, l'équivalent du problème de l'œuf et de la poule. Ça a l'air simple comme ça, mais pour y répondre, il va falloir remonter très très loin, aux toutes premières lueurs de la vie. La logique de départ semble, bien, implacable. Un virus, par définition, c'est un parasite obligatoire. Il ne peut absolument rien faire sans une cellule hôte. Pour être plus précis, il a besoin de ses usines à protéines, les fameux ribosomes, pour survivre et surtout pour se multiplier. Donc, avec cette dépendance, on a l'impression que le débat est clos avant même d'avoir commencé. Mais ici le problème, en fait, venait de notre définition même du mot virus. Et si, depuis le début, on ne regardait que la moitié de l'histoire? C'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. L'image qu'on a tous en tête, c'est ça. Le virus, c'est cette petite capside remplie de matériel génétique qui attend passivement de tomber sur une cellule. Sauf que cette vision, elle est peut-être aussi limitée que de vouloir définir un chêne en ne regardant que son gland. Et voici le concept qui change tout, proposé par le virologue Patrick Forter, la virocellule. Selon cette théorie, la particule virale, ce n'est qu'un véhicule, une sorte de spore si on veut. Le véritable organisme viral, lui, actif et bien vivant, c'est la cellule, une fois qu'elle a été infectée et complètement reprogrammée. Ce tableau, il est fascinant parce qu'il montre un changement radical de perspective. D'un côté, on a l'idée d'une particule morte qui tue. De l'autre, on a l'idée d'une graine inerte qui, une fois qu'elle est dans une cellule, donne naissance à un organisme bien vivant et actif, la fameuse virocellule. Bon, maintenant qu'on est armé de cette nouvelle définition, on peut enfin explorer les grandes théories sur l'origine des virus. Et attention, ce n'est pas du tout un sujet réglé, c'est un domaine de débat scientifique vraiment intense. Il y a en gros 3 grandes idées sur la table. Les 2 premières, l'hypothèse réductionniste et celle de l'échappement, partent du principe que les cellules sont arrivées en premier. Mais la troisième, l'hypothèse virus first, elle est beaucoup plus radicale. Et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui pour résoudre notre paradoxe. Allez, passons à la solution. Pour comprendre comment un virus aurait pu exister avant une cellule, il faut oublier tout ce qu'on sait de la biologie moderne. Il faut se transporter sur la Terre primordiale. Et nous revoilà face à notre paradoxe. Parce que même avec le concept de virocellule, on peut se demander comment un protovirus aurait-il bien pu se répliquer sans les ribosomes d'une cellule déjà complexe? Et la réponse, c'est que les règles du jeu étaient complètement différentes à l'époque. Il faut imaginer un monde sans ribosomes, un monde avant même l'ADN. Bienvenue dans le monde ARN. Cette étape fascinante où l'ARN était la molécule centrale, à la fois pour l'hérédité et pour le métabolisme. Et voici l'acteur principal de cette époque ancienne, le ribozyme. Imaginez une seule molécule capable de faire 2 choses en même temps. D'un côté, stocker de l'information, comme le fait l'ADN, et de l'autre, catalyser des réactions, comme le font les protéines. L'ARN, à ce moment-là, savait tout faire. Cette chronologie, elle résout notre paradoxe. Au début, dans ce fameux monde ARN, on a des ribozymes qui se répliquent librement. Puis, des protocellules, des sortes de simples bulles, se forment et capturent cet ARN. C'est à ce moment-là que nos protovirus apparaissent, des brins d'ARN qui sont devenus parasites. Et ce n'est qu'après, bien après, à l'intérieur de ces protocellules, que les ribosomes sont inventés. Les virus n'ont alors eu qu'à s'adapter pour pirater cette nouvelle machine, bien plus efficace. Le point crucial à retenir, c'est donc que la relation entre les virus et les cellules n'est pas celle d'un parent à un enfant. C'est plutôt l'histoire de 2 lignées qui ont grandi côte à côte depuis le tout début. Du coup, la question n'est plus qui était là en premier. Il faut plutôt voir ça comme une coévolution profonde entre les cellules et les virus. Une histoire commune qui remonte à avant même Lucas, notre fameux dernier ancêtre commun universel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a des preuves génétiques solides pour soutenir cette idée. Par exemple, les virus possèdent des enzymes qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde cellulaire. Leur diversité génétique est juste hallucinante, elle dépasse tout ce qu'on connaît. Et surtout, leurs génomes sont remplis de ce qu'on appelle des gènes orphelins, sans aucun parent connu, ce qui suggère une origine très ancienne et très indépendante. Cette citation résume magnifiquement l'idée. D'un côté, le virus, c'est l'information pure, agile, qui ne cherche qu'à se copier. De l'autre, la cellule, c'est la stratégie de la stabilité, celle qui construit une forteresse métabolique pour durer. Ce sont vraiment 2 stratégies fondamentales et parallèles pour la vie. La grande conclusion, c'est donc celle-ci.
Les virus ne sont ni des accidents de l'évolution, ni des ennemis arrivés sur le tard. Ils représentent une force évolutive fondamentale, présente depuis le début, une force qui a participé à la construction du monde vivant, notamment en agissant comme des vecteurs d'innovation génétique. Finalement, si on s'est trompé sur la nature même des virus pendant si longtemps, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quelles autres vérités fondamentales sur nos propres origines sont encore là, sous nos yeux, attendant d'être découvertes ?